Pourtant, votre candidat n'est pas sur la liste. Et surtout, il y a un truc qui me fatigue un peu. Vous n'êtes pas sur la liste électorale, mais pourquoi vous faites des meetings de gauche à droite? Est-ce que c'est pour apprêter les élections de 2030? Ou voilà. Répondez-moi et puis vous allez faire un petit poteau avec un RHGP ici. Merci, Monsieur Bignon. Ah, voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup pour la prise de parole et puis merci de m'avoir accepté sur le panel. Bon, j'ai écouté attentivement Parigo. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas saisi la substance de ses propos. Voilà. Donc, quand vous posez la question pourquoi nous nous battons, alors que nous ne sommes pas sur la liste électorale, alors que le monsieur précédemment vient de vous donner un véritable historique sur les causes de la division du pays. Voilà. Donc, pour nous, aujourd'hui, il est très clair que les élections d'octobre 2025 ne pourront pas se faire sans le PDCI-RDA. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous intégrez dans votre esprit. Raison pour laquelle nous nous battons, le respect vraiment de l'application du droit dans son esprit et dans les textes. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, le fait de mettre en place une CEI vraiment crédible, qui est aujourd'hui décrié par l'ensemble de l'opposition. Ça c'est le deuxième combat. Et enfin le dernier, c'est vraiment le respect de la loi du code électoral qui impose au président de la CEI une révision de la liste électorale pour avant les élections, parce que de tout temps les révisions ont eu lieu toujours avant les grandes élections, alors que nous sommes en année électorale et on nous dit que il se pourrait qu'on fasse la révision de la liste électorale après les élections, chose qui n'a pas de sens. Parce que, bon, vous savez très bien que l'élection présidentielle est la mère des élections en Côte d'Ivoire. Donc, madame, nous nous battons pour ces différentes choses et aussi pour que tous les candidats, c'est-à-dire tous les véritables aspirants à la candidature soient sur la liste électorale. Parce que, comme le disent certains intellectuels en Côte d'Ivoire, la démocratie libérale est une chose où la compétition doit être saine, où tous les candidats doivent être représentés. Voilà, moi je prends par exemple l'exemple du... Tu peux me retrouver dans la galerie. Vous pouvez fermer son micro? Parce que je pense qu'il ne sait pas que son micro est... Voilà, merci. Voilà, nous, par exemple, au PDCI, on ne peut pas se dire que on va se laisser compter par ces élections. Vous ne pouvez pas regarder un parti comme le PDCI et dire que il n'aura pas de candidat en 2025. Chose qui a été relayée par la première chaîne ivoirienne, la RTI, une chaîne que les contribuables ivoiriens payent une redevance, et pour donner des affirmations aussi farfelues. Vous comprenez? Nous, au PDCI, nous sommes convaincus que nous aurons un candidat. Raison pour laquelle, madame, nous nous battons pour l'inscription, du moins, le maintien du nom du président Thiam sur la liste électorale. Voilà, en substance, ce que je peux vous dire. Mais bon, je voudrais quand même profiter de ce petit poteau pour rappeler à mon petit Lacan que dans la constitution ivoirienne, quel que soit l'adjectif numéraire de la constitution, il est dit que aucun Ivoirien ne peut faire plus de 2 mandats. Aujourd'hui, le président Ouattara, il a son 3e mandat, chose qu'on a contesté dans tous les sens, mais il est président de fait aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est un débat qui est derrière nous. On espère qu'en octobre 2025, le prochain président qui viendra sur le fauteuil respectera non seulement la Constitution, mais aussi l'esprit de la Constitution. Voilà. Et qui dit que un candidat ne peut faire que 2 mandats et non plusieurs mandats et autre chose. Voilà. Maintenant, je suis prêt à affronter monsieur Doku. S'il a des questions à me poser, on va aller sur le débat. S'il a vraiment des questions pertinentes à me poser. Donc voilà, en quelques mots, madame, c'est que je peux vous dire pourquoi nous nous battons pour ce combat.
Miel, moi, il me J'ai reste une 3 minutes notion. pour reprendre le boulot, là. Depuis là, je suis là, je vais Donc, tu faire vas ma faire prise de parole. donc, fais le petit poteau et lui, vas-y. Voilà, juste, non, moi, Ok, je vais faire une prise de parole de 3 minutes et puis céder même ma ok. place. Moi, Ma pause finit c'est bientôt, juste là. une petite question, hein, avant que tu À prennes. qui? Question à Voilà, qui? Bon, voilà. attends. Juste une question à Bitignon. Bitignon. Ok, d'accord. Les Attendez, gars, attendez. Bitignon, c'est mon client. On dit petit poteau. Chacun son Non, je client. sais, non, Ouais, non. ouais, chacun a son client, c'est vrai. C'est juste, Non, c'est juste Bitignon, il une est à moi, les question. gars. S'il vous calmez-vous, plaît, calmez-vous, calmez-vous. calmez-vous. Depuis, j'allais finir, mais vous avez fini. Le papa Parigo, tonton Parigo, papa Parigo, mettez-vous. Mettez-vous. Fils du noble, vas-y, prends tes 3 minutes avant que tu partes. Fils du noble, c'est un médecin, il doit aller opérer les gens, donc il va prendre son tour des paroles. Fils du noble, tu es là? Merci pour l'attachement, il n'y a pas de souci. Alors, bonjour à tout le monde et voilà. Pardon, faut Merci précéder encore. ma question. Fils du Nord, pose ma question alors. Voilà, Ben, à Bitignon. Qui est le président actuel de la Côte d'Ivoire? Le président de la République, c'est qui? Merci. d'accord, je pense que quand je vais finir dans la foulée, il va profiter et puis il va répondre. C'est ça, non, Gutignon? Perds pas ton temps. Dis Britignon, c'est pour Don Dofo. Vas-y. Ok. Alors, donc voilà, merci de me donner la parole. Bonjour à tout le monde et tous ceux qui sont sur le panel pour le débat. Et moi, en fait, j'avais voulu revenir un peu sur ce que Flavio disait, parce que j'étais là depuis et j'attendais concernant la Constitution et Britignon même est revenu dessus un peu. Moi, je pense que à partir d'un certain moment, c'est bon, on vient, on fait les débats, on est dans les débats contradictoires, mais c'est toujours difficile de défendre le mensonge. Et moi, la question que moi je pose aujourd'hui aux intellectuels opposants ivoiriens, qu'est-ce qu'ils font du respect des règles? C'est quoi leur problème avec le respect des règles? Parce qu'on peut pas vivre dans une société sans le respect des règles. Il y a les règles qui sont établies par les instances du pays, mais il y a aussi des règles même qu'on s'impose soi-même, de façon morale. Pourquoi quand il s'agit du travail, vous signez un contrat, vous ne vous levez pas comme ça pour aller travailler pour quelqu'un sans un contrat? Parce que vous savez que ce qui est écrit dans ce contrat-là, c'est ce qui va déterminer ce qui va se passer dans le futur. Au cas où vous aurez fauté, ou votre employeur aurait fauté, c'est ce contrat-là qui va faire foi par rapport à la décision, si justice il y a, qui sera prise par un juge. Pourquoi, quand vous êtes dans un travail là, vous n'allez pas à l'heure que vous voulez au travail? Vous respectez l'heure du travail, vous respectez l'heure de la fin de votre service. Pourquoi? Pourquoi quand vous êtes à la maison, là, votre enfant qui est à la maternelle, là, qui va à l'école le matin, là, pourquoi il ne dort pas à minuit? Je parle maintenant des règles moraux, on va dire même les règles que vous-même vous imposez. Pourquoi votre enfant qui va à la maternelle, là, il ne dort pas à minuit? Pourquoi vous ne regardez pas porno avec vos enfants à la maison? Pourquoi? Parce que ce sont des règles que vous-même vous êtes fixées. Mais ces règles-là, vous les respectez. Mais quand il s'agit des règles qui sont établies par la loi, vous ne voulez pas les respecter. Ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment des intellectuels sérieux peuvent dire, pour qu'il y ait une élection démocratique, il faut que tout le monde soit candidat? C'est quelle affirmation, c'est quelle réflexion ça? Ça fait honte. C'est-à-dire nous qui sommes à l'extérieur du pays, quand on entend nos intellectuels ivoiriens dire que pour qu'une élection soit démocratique, il faut que tout le monde soit candidat, ça nous fait honte. Mais la Côte d'Ivoire a des règles, non? Est-ce qu'il n'y a pas de règles? Est-ce que tout le monde doit être candidat en Côte d'Ivoire? Non. Sinon, à partir de quoi? C'est quoi l'élément? C'est sur quoi on se base pour que certains soient candidats et d'autres non. Pourquoi les enfants de 10 ans, 12, 13, 14 ans ne votent pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Ce sont des citoyens ivoiriens aussi. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui n'a pas 20 millions ne peut pas être candidat? Pourquoi quelqu'un qui n'a pas un parrainage ne peut pas être candidat? Donc, quand j'entends des intellectuels ivoiriens dire il faut que tout le monde se présente pour une élection démocratique, ça veut dire que vous me dites qu'en France, il n'y a pas d'élection démocratique. Parce que la principale opposante, selon même des sondages qui doivent sortir au premier tour en France, c'est Marine Le Pen. Elle est frappée par une décision de justice. On n'a entendu aucun intellectuel français dire que c'est Macron qui l'a enlevé. On peut contester la décision, on peut discuter sur la décision. Ça, c'est le débat politique, il n'y a pas de souci. Mais personne n'a dit que c'est Macron qui l'a enlevé. Et vous, des intellectuels ivoiriens, vous passez votre temps à prendre des raccourcis, tout simplement parce que vous ne voulez pas respecter les règles. L'élection la plus inclusive en Côte d'Ivoire, c'était en 2010. Tout le monde était un candidat. Même Adama Daïko, comme Kokora l'a dit la dernière fois, alors qu'il venait même à peine d'être naturalisé. Tout le monde a été candidat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été l'élection qui a donné le plus de Djali en Côte d'Ivoire. Mais à cause de quoi? Mais c'est à cause du non-respect des règles.
Parce qu'on a eu un président de la Cour constitutionnelle qui a violé la loi et proclamé quelqu'un président. Voilà le problème de la Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un qui est frappé par une loi qui date de 1960, on vient dire aujourd'hui qu'on l'a exclu. Comment un intellectuel sérieux, pro-Thiam qui soit, peut s'asseoir dire qu'au regard de ce qui se passe là, Thiam a été exclu. Qui peut dire ça? Donc à partir d'un certain moment, il faudrait que vous-même là, vous soyez en accord avec vous-même vos études que vous avez faites. C'est trop facile de venir dire, oui, on veut que les règles soient respectées. Lorsque vous allez venir au pouvoir là, vous allez diriger le pays avec quoi? Avec les instruments, ce sera quoi? Les règles? Ou bien à chaque fois qu'il y a un souci, vous allez vous asseoir autour d'un bandit-drum pour régler le problème? Donc à partir d'un certain moment, c'est malheureux de vous entendre parler comme ça. Donc je pense qu'il faut revenir à de meilleurs sentiments. Et comme la démonstration que Pariou a faite tout à l'heure là, il a fait une démonstration politique, mais aussi il a fait une démonstration historique. Pour dire quoi? Quand on veut gagner, on se prépare. Et c'est quand on est réunis qu'on peut gagner à la fin. Parce que quand vous regardez la configuration politique aujourd'hui, on a 3 grands partis qui sont divisés, on va dire même dans 3 régions. Parce que nous tous, nous savons que certaines régions en Côte d'Ivoire sont favorables à certains partis. Et la vie même se colle pas, c'est comme ça, on va pas s'en plaindre. Même ici en France, il y a des régions qui sont favorables aux socialistes ou aux républiques. Ça arrive, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais une chose est sûre, aucun parti ne peut à lui tout seul gagner une élection présidentielle en Côte d'Ivoire au premier tour. Lui seul. Ça veut dire quoi? Tu dois rassembler au maximum. C'est pourquoi quand je vois nos leaders politiques aujourd'hui, des représentants des partis politiques qui tiennent des discours identitaires xénophobes, c'est-à-dire vous rejetez vos concitoyens qui sont censés voter pour vous. Et je me pose la question, est-ce que quand on veut briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, on peut tenir ce genre de discours-là? Non! Nous sommes des gens qui avons un niveau moyen d'études, on n'a pas fait Harvard, on n'a pas fait Sciences Po. Mais quand on s'assoit mathématiquement, on sait que si tu chasses certains, toi seul tu peux pas gagner. Mais comment nos leaders politiques qui ont des doctorats, qui ont des licences, ne peuvent pas le comprendre? Ça, je comprends pas, comme si c'était une sorte de malédiction. Je n'arrive pas à le comprendre. Et j'entends certains dire, oui, pourquoi au RHDP, le RHDP a des candidats dans toutes les régions, dans toutes les villes, dans toutes les localités. Par contre, nous, on n'en a pas. Mais le RHDP dit aux autres que vous êtes nos frères. Par contre, vous dites aux autres que vous n'êtes pas nos frères, vous êtes des étrangers. Tu vas aller tenir quel discours politique là-bas pour qu'ils votent pour toi? C'est une question de rationalité, c'est une question de logique. C'est une question de logique. Donc, à partir d'un certain moment, moi, je vous exhorte à faire la politique. Mais dans le respect des règles. Vous ne regardez pas porno avec vos enfants à la maison. Dites-nous pourquoi. Personne ne vous l'interdit. Pourquoi vous ne le faites pas? Tout simplement parce que ce sont des règles moraux que vous-même vous êtes établis. C'est pas concevable que je puisse m'asseoir avec mon enfant et puis regarder un film pornographique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux pas te lever, tu es dans un travail, tu vas à l'heure que tu veux. Donc tout est fait, tout est géré par des règles. Si vous voulez pas qu'on gère les choses par des règles, mais dites-nous. On va prendre le chef coutumier, on va essayer de faire des cantons en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a un souci, le chef du village qui est là, on s'assoit autour d'un whisky ou bien d'un bandit, et puis on règle le problème. Donc, s'il vous plaît, vous êtes des intellectuels, certains sont professeurs parmi vous, certains sont des enseignants, enseignez des valeurs à nos enfants, enseignez des valeurs à la jeunesse. Politiquement, on peut être opposé. Mais lorsqu'il y a une décision, on regarde est-ce que ça est en accord avec la disposition de la loi. Si oui, on prend acte, et puis on avance. Comment des gens normaux peuvent... Voilà. Vraiment, chapeau à toi. Tu as élevé le niveau du débat. Bravo. Continue. Voilà. Comment des gens normaux peuvent s'asseoir aujourd'hui dire qu'ils vont défendre Thiam? Que Thiam, c'est une explosion. Pourtant, le gars, il avait jusqu'en mars 2024 pour se séparer de sa nationalité. Pour se séparer de sa nationalité. Il ne l'a farouche. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, moi, j'ai fini, je vais m'arrêter. On réfléchit. Est-ce que tu peux prendre quand même 1 minute de motion, s'il te plaît? D'accord, je vais chuter 30 secondes. Youssef, ce que tu as écrit là, il faut effacer. On dit des gens normaux, des personnes normales. Ce que tu as écrit là, il faut effacer. Les gens normaux, ça se dit. Il faut vraiment que les gens, on essaie de se baser sur le respect des règles. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est le non-respect des règles qui fait qu'il y a toujours des problèmes en Côte d'Ivoire. On a eu l'élection la plus inclusive en Côte d'Ivoire en 2010 et ça a été l'élection la plus meurtrière. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'il y a un individu qui était responsable d'une institution, comme Barack Obama l'a dit, en Afrique, on a besoin de pas d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Mais ces institutions-là sont incarnées par des hommes
qui doivent aussi, eux, à leur niveau, respecter leur intégrité, les sermons qu'ils ont prêtés avant de briguer ces postes-là. Voilà le problème, c'est-à-dire que voilà le vrai diagnostic du problème de la Côte d'Ivoire. Donc je m'arrête là et puis je prends l'émotion. Vas-y, Guitillon, tu es un petit poteau, donc faut pas trop. Ok, merci Miel Sucré pour la motion. Fils du noble, je pense que tu dois vivre en France. Quand tu fais le raccourci sur Marine Le Pen, je pense que c'est de la mauvaise foi. Marine Le Pen a été condamnée en pas correctionnel. Elle a été condamnée par détournement des deniers publics. Voilà, donc on peut pas comparer. Et deuxième chose, quand on ne dit pas que tout le monde, tous les Ivoiriens doivent être candidats en Côte d'Ivoire. Nous disons que les principaux chefs de l'opposition des partis politiques doivent être sur la liste électorale pour avoir une élection démocratique et inclusive. Et dire cela, ce n'est pas faire de la mauvaise foi. On ne dit pas que tous les Ivoiriens doivent être candidats. On dit le président du FPI, le président du PPACI, le président du COGEP, le président du GPS et le président du PDCI doivent être sur la liste électorale pour avoir une élection inclusive. Voilà ce que nous disons, frère. Même s'il ne respecte pas les conditions. Ok, je réponds. Non, ça c'est, on peut rentrer dans le débat. On est là pour ça. Oui, Guitillon, je réponds. C'est une motion. Mais comme j'ai pas la parole, je vais céder ma place. La canne, calme-toi. J'ai pas la parole, c'est juste une motion. Non, je réponds juste et puis je cède ma place. Attends, mais les garçons, mais je finis d'abord. Parce que quand tu dis devant près de... Voilà, quand tu dis près de 800 personnes que nous, là, nous ne sommes pas conscients parce qu'on veut que tout le monde soit candidat. Non, il faut être précis, frère. Nous voulons que les principaux, c'est-à-dire que les principaux chefs politiques soient candidats, soient sur la liste électorale. C'est ça les questions. Maintenant, on peut rentrer dans chaque cas, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Voilà le fils du nom, voilà ce que je voulais dire. Ok, merci Guitillon. Et je pense que tout à l'heure, tu m'as entendu, mais tu m'as pas compris. Je veux bien croire que tu m'as pas compris. Mais je sais que tu m'as bien compris. Et c'est ça, il faut que vous sortez du fanatisme sectaire. Guitillon, tu es un intellectuel. Comment tu peux dire que les principaux leaders des partis politiques doivent être présents sur la liste électorale, doivent être candidats? Et tu mets pas de si. Il y a un si, non? Il y a une condition. Il n'y a pas de condition? Monsieur Guitillon, je vous pose la question, je me demande. Il y a une condition ou pas? La condition, il faut qu'ils soient tous électeurs, mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a une Attendez, vous m'avez répondu, j'arrive. C'est bon, vous m'avez répondu. J'arrive. Fils de noble. Non, je continue, c'était juste la réponse. Vous allez avoir votre prise de parole. Non, c'est dommage que vous n'avez pas le temps, parce que le débat, il est intéressant. Parce qu'il faut qu'on... Bien sûr. Non, je vais rester en bas, j'ai confiance à la CAN, à Bougo, ils vont prendre le relais, il n'y a pas de possible, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi j'ai dit, Guitillon, tout à l'heure, j'étais en train de dire que vous avez un devoir pédagogique vis-à-vis de vos enfants, vos petits frères. Parce que tout à l'heure, ce que vous avez dit, vous avez oublié d'ajouter le si. C'est-à-dire que pour un enfant qui est sur ce panel, qui a 14, 15, 16 ans, qui est peut-être en 6e, 5e, qui est en train de prendre note, il va s'arrêter là. Vous devez dire s'il respecte les conditions. Maintenant, la conditionnalité, là, on peut faire le débat. Est-ce que ils ont été exclus parce que la justice n'a pas fait son travail? Est-ce que donc la bonne foi voudrait que, la pédagogie voudrait que lorsque vous dites ça, vous devrez dire non s'ils respectent les conditions. C'est aussi simple que ça, monsieur Guitillon. Donc je pense que, comme je l'ai dit, il va falloir se séparer du fanatisme sectaire. La vérité est là, elle est en face de nous. Tout à l'heure, le président Parico a fait l'historique pour vous dire, même vous aujourd'hui au niveau de l'opposition, vous êtes focalisé sur les faux débats. Vous auriez dû prendre votre temps pour vous rassembler. D'autres, même certains parmi vous, devaient avoir de l'humilité. Allez même se mettre à genoux devant certains pour dire, écoutez, moi, il me met à genoux s'il était offensé, pardon, mais on doit arriver à Alassane Ouattara. Voilà ce qu'on appelle la politique. La politique, c'est de convaincre, c'est de rassembler au maximum pour aller maintenant chercher comment on appelle, le suffrage universel. C'est comme ça. Mais en tout cas, le débat est intéressant. Je vais me muter parce que là, je reprends. Je vais descendre et puis la relève est là. Je pense que Don Dofo, la CAN, tous ceux qui sont là, ils ont les capacités, peut-être même mieux que moi de défendre ça. Merci. Ouais, Miel. Miel, tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que tu as posé ma question? J'ai intervenu une seule fois. Est-ce que tu as posé ma question? C'est bon. Ça fait 3 heures maintenant. Ou bien, on fait quoi? Oui. Parigo avait posé sa question à Guitillon. J'ai dit qu'il devait répondre en substance pour dire, Parigo avait posé la question, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire? Et la question était adressée à Guitillon.
Miel, il faut laisser Amba Boy parler. Il faut laisser les gens qui sont là, ils n'ont pas encore parlé. Je suis là, il y a Non, mais c'est... Non, laissez question de... Non, Miel, attends. Non, il faut me respecter, Miel. Non, je viens, attendez. Il faut apprendre à me respecter. Non, je viens, Miel, s'il te plaît. Miel, attends. La question de Bitignon, là, quand il va prendre son temps de parole, il va répondre. Laissons parler ceux qui n'ont pas encore parlé. Il y a Kevin qui n'a pas parlé. Kevin peut répondre. Ils sont collègues. Après, en bas, là, laisse Kevin parler. Comme ça, tout le monde aura au moins placé un mot. Ok. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Oui, je comprends. Voilà, laisse en bas. Et puis après, Kevin parle. Comme ça, tout le monde a parlé. Et puis, Kevin va répondre à la question de Bitignon, là. Puisqu'ils sont tous tiamis. D'accord. S'il te plaît. Ok. Merci. Ok. En bas, tu es là, il t'avait appelé, mais tu n'as pas répondu, c'est à cause de ça. Ok, ça marche. Vraiment, merci à toi, mon frère Sissi. Voilà, c'est important. Vous savez, souvent, quand Mbabo est là, donnez-lui la parole. Grand frère Parigo, bonjour à toi. Voilà. Ok. Vous savez, je l'ai toujours dit, les choses techniques, là, moi, je ne maîtrise pas. La CAN, il est là pour ça. Don Tofu, Parigo, Boya, le général, même qui vient de monter, Kaline. Moi, je vais faire mon intervention sur les choses basiques. Voilà. Aujourd'hui, si Thiam a eu le courage de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il allait s'imprégner de la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a parcouru les grands pays du monde. Et il a été informé qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un indice de sécurité de 1,2. Qui a le même indice que la Suisse, qui a le même indice que le Luxembourg. Donc, c'est ce qui l'a encouragé à venir participer aux Jeux politiques en Côte d'Ivoire. Sinon, les années antérieures, la question lui a été posée. Il a botté en touche. Parce qu'en ce temps, pour lui, la Côte d'Ivoire ne remplissait pas les conditions pour que lui, Thiam, il puisse même séjourner un seul instant. C'est important. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il faut réunir les conditions sécuritaires pour que des personnes puissent songer pour venir faire la politique. Un pays qui est en insécurité, tu ne vas jamais penser faire la politique là. Donc il faut les rappeler ça aussi. Parce qu'avant que le président Ouattara n'accède au pouvoir, notre indice de sécurité, on connaît. On était à 7,2. Tellement l'indice était mauvais. Mais aujourd'hui, on a les indices avec les pays les plus développés du monde. Donc, c'est important. C'est un truc aussi à féliciter. Parce que l'élément primordial dans un pays, c'est la sécurité. À partir d'une bonne sécurité, on peut construire toutes les bases fondamentales. Le président Ouattara a reçu ça. Donc, pour ça, il faut le lui reconnaître. Il faut féliciter ça. C'est important. Voilà. Donc, maintenant, j'ai écouté un individu ici avec un vocabulaire prolétaire. Il s'est dit universitaire. Mais nous ne sommes pas des universitaires. Mais nous, au moins, on a appris les choses basiques, telles que cours du soir et autres. Venez nous faire savoir que tous les candidats doivent être candidats. Tous les supposés opposants là, doivent être candidats. Et on lui pose la question de savoir, mais est-ce qu'un enfant de 12 ans peut voter? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la caution de 50 millions peut être candidat? Je ne sais pas, il y a des choses même quoi, éviter. Parce que nous qui venons vous écouter là, souvent on n'a pas le niveau aussi qui est très élevé. Mais quand on vous écoute, vous qui dites que vous êtes des universitaires, on est découragé de vos raisonnements. Je le dis, ça nous décourage. Parce qu'en aucun moment, j'ai croisé un membre de l'opposition sur un panel qui a pu élever le niveau du débat. Je n'ai jamais vu. Que des raccourcis. Maintenant, toutes les fois que ces personnes prennent des raccourcis, on les arrête, on les fait revenir à la raison. Mais ces personnes n'ont jamais eu vraiment l'honnêteté de reconnaître que, vraiment, sur ce point, je me suis trompé. Même lorsque ces personnes sont en erreur, mais elles veulent toujours rester sur ça. On ne fait pas un débat pour avoir une raison. On fait un débat à la sortie du débat. Qu'est-ce que tu as appris? Mais vous voulez faire un débat toutes les fois pour avoir raison. Moi, sérieusement, moi, je ne vous comprends pas.
Maintenant, moi, je vais intervenir concernant Gbagbo. Parce que là, c'est mon point fort. Voilà. On écoute des individus qui veulent que Gbagbo revienne encore au pouvoir. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que vous aimez, il ne serait-ce qu'un seul instant, la Côte d'Ivoire? Parce que si vous avez un amour pour la Côte d'Ivoire, vous n'aurez jamais pensé un seul instant à ce que Gbagbo revienne encore au pouvoir. Quelqu'un qui avait toutes les facultés mentales, qui avait toutes ses forces, mais il a été incapable de protéger les 322 462 km². Il a été incapable de protéger les 31 régions ivoiriennes. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le Sahel, le défi, il est élevé, je vous l'ai dit. Vous voyez ça à une chose de... Oui, je l'aime. Non. Actuellement, où la Côte d'Ivoire est là, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire d'une personne compétente qui peut relever tous les défis à tous les niveaux. Il y a une menace qui plane sur l'Afrique de l'Ouest. Quelqu'un qui a été incapable de protéger les Ivoiriens face à une force interne. Parce qu'on nous dit la rébellion, mais la rébellion, c'était une force interne. C'est des militaires ivoiriens. Parmi eux, il y a d'autres qui ont participé à la guerre de la Centrafrique. Donc, c'était une force interne. Et dès les premières heures, Gbagbo a été informé de leur présence au Burkina. La vraie question qu'un Ivoirien doit se poser, c'est de savoir, Gbagbo, lorsque tu as été informé, quelles sont les mesures préventives que tu as prises pour protéger les Ivoiriens? Voici la question. Ne venez pas nous dire que non, ils sont venus l'attaquer. Non, ça n'a pas été une attaque surprise. Il a été informé à tous les niveaux, mais tellement que c'était un monsieur médiocre, il faut le dire, un irresponsable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté là avec les propos de mépris. Il nous fait savoir que les petits caporaux, les petits sergents, ça ce sont ses propos. Donc, s'il vous plaît, nous qui avons un amour profond pour ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit, moi je préfère toutes les personnes être président en Côte d'Ivoire, sauf Gbagbo. Je n'ai pas de problème avec Thiam. Mon problème avec Thiam, c'est que, j'ai dit, il est trop tôt pour donner le pays à Thiam. Il faut attendre au moins 10-15 ans. Il faut que Thiam reste en Côte d'Ivoire pour s'imprégner de la réalité des Ivoiriens d'abord. Parce que je vois en Thiam Lionel Zinsou du Bénin. Voilà une personne qui a participé aux élections face à Patrice Talon, qui a fait de belles promesses. Mais lorsque cette personne du nom de Lionel Zinsou a échoué, mais elle est rentrée en France, elle n'a plus remis les pieds encore au Bénin. Et je vois en lui Thiam, je l'ai dit. Je sais que Thiam, il n'a pas l'amour pour la famille de Thiam. Mais en retour, qu'est-ce que Thiam a apporté à la Côte d'Ivoire? Je ne vois pas. Donc pour moi, pour donner le pouvoir à Thiam, moi j'aimerais que Thiam puisse passer au moins 10-15 ans sur le sol ivoirien, régulièrement, même s'il peut faire ses va-et-vient, mais régulièrement, pour s'imprégner de la réalité des Ivoiriens, pour montrer son attache à ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. À partir de cet instant-là, moi je peux lui accorder au moins une confiance. Sinon, ce n'est pas venir comme ça et puis maintenant le mettre à la tête du pays et puis dès le premier coup de fusil, il va rentrer en brousse comme il a fait en 99. La Côte d'Ivoire n'est pas à ce niveau. Aujourd'hui, on a un pays qui est respecté. On a organisé la meilleure CAN de l'histoire de toute l'Afrique. Dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, le président Ouattara a élevé le niveau. Que ce soit sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan santé, sur le plan éducation. Il a élevé le niveau partout. Donc, nous avons besoin d'une personne loyale, une personne noble, en l'occurrence, le président Alassane Ouattara, pour continuer le travail qui est abattu. Parce qu'on ne va pas prendre le pays pour donner à un incompétent avec tout ce qui se passe dans le Sahel et du jour le lendemain, venir nous sortir des excuses pour dire que non, on a été attaqué par les
terreau, comme vous l'avez si bien fait pour dire qu'on a été attaqué par la rébellion. Donc ça ne sera pas une excuse. Maintenant, la personne qui ne demande pas d'excuses, c'est le président Ouattara. Lui, il assume toujours la preuve. Aux yeux et au su de tout ceci, il est sorti, il a dit que il avait dit par 40 000 logements. Il dit, beaucoup de choses ont été faites, mais sur ce côté, il sent qu'il y a des choses qui n'ont pas été accomplies. Voilà une personne qui s'assume. Et nous avons besoin de ce genre de président. Pas un président qui vient à la tête du pays et lorsqu'il y a des choses qui se passent, lui n'est au courant de rien. Il repousse toujours les fautes sur les autres. Non. La Côte d'Ivoire n'est plus à ce niveau. La Côte d'Ivoire n'est plus à ce niveau de prendre une personne incompétente, mettre à la tête du pays, venir danser dans les maquis, bavarder en point fini. Non, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un populiste. Non, on n'a pas besoin d'un populiste. Dans tous les pays où il y a eu des populistes, il n'y a eu aucun avancement. On a besoin des personnes loyales, en l'occurrence le président, son excellence Alassane Ouattara. Donc, sur ce, je vais dire félicitations à Fils du Nord, félicitations à mon petit frère Lacan, Don Dofou, Kali lui vient de monter, il n'a pas encore fait une prise de parole. Donc, sur ce, je m'arrête là. Merci pour le temps qu'il m'est accordé. Merci. Merci en bas. Kevin Thiam, tu as appelé à la barre. Ouvre ton micro. Tapoter 1 million de tapotage, c'est compliqué pour vous ou bien? Tapoter live de trucs là. Vas-y, Kevin. Alors, dans un premier temps, je salue l'autre du panel, Sissi. Je salue tous ceux qui sont sur le panel, ceux qui sont dans les commentaires, ceux qui nous écoutent. Bonjour chez vous. Alors, d'abord, dans un premier temps, je souhaite revenir sur cette question de loi. Parce que je pense que depuis un moment, nos amis nous parlaient donc, je vais dire, de loi, etc. et tout ça. Il faut respecter la loi, etc. et tout ça. Alors, je crois que dans ce pays-là, justement, il y avait quand même des lois qui existaient. Il y a même des décisions de justice, notamment l'arrêt Tiakone, qui permettait pas au président Ouattara, justement, de pouvoir... Bien évidemment, la question qu'on se pose, c'est que cela a été une exigence de la rébellion. Justement, les forces rebelles ont exigé que tout le monde soit candidat, y compris le président Ouattara. Ouattara, je vais dire en violation de nos lois. Voilà, c'est la raison pour laquelle justement le président Gbagbo, aussi à l'époque, avait été obligé, pour une question de paix, de prendre justement l'article 48. Je crois que le président Parigo l'a indiqué, il a essayé un peu de relever tous ces faits-là. Voilà. Et même pour aller beaucoup plus loin, allons même sur le résultat des élections. Lorsque le Conseil constitutionnel, si je prends l'article 94 de la Constitution de 2000, combiné à l'article 98 de la Constitution de 2000, la décision de décembre 2010, qui indiquait que le président Gbagbo était vainqueur de l'élection présidentielle, pourquoi vous l'avez contesté? Puisque la Constitution, qui est la norme suprême, a donné les pouvoirs au Conseil constitutionnel, justement, de donner une décision qui est définitive. Pourquoi le président Ouattara s'est proclamé président à l'hôtel du Golfe? Voilà, il fallait respecter aussi la décision. Si tout est une question de loi ou de droit, il fallait respecter aussi ces décisions-là. Ce qui n'a pas été fait. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de l'hypocrisie. Il faudrait pas parler de la loi ou du droit quand ça nous arrange. Je voudrais rappeler à tous ici que il y a eu un dialogue politique, il y a eu la phase 5, notamment la phase 5 du dialogue politique, où il y a eu pas mal de points qui ont été, abordés par les partis protagonistes, notamment le parti au pouvoir et également l'opposition, les partis d'opposition. Je crois que toutes ces questions ont été abordées. Le gouvernement devait étendre l'ordonnance d'amnistie, concernant le cas du braquage de la BCAO, dont a bénéficié des personnalités comme M. Kone Katina. Donc, on devait étendre les effets là, je crois, à M. Blé Goudé et aussi au président Laurent Gbagbo. Mais ça n'a jamais été appliqué par le gouvernement, d'où la mauvaise foi du gouvernement. Il y a plusieurs points comme ça, même les questions qui touchent l'élection, les questions électorales, concernant même le découpage électoral, un certain nombre de préoccupations. Tout cela a été abordé. Aujourd'hui, où nous en sommes au niveau donc, du bilan. On a un gouvernement qui est de mauvaise foi, tout simplement, qui n'applique même pas,
je vais dire, les points sur lesquels ils se sont accordés avec l'opposition. Voilà. Et c'est que, je vais dire, ces fameux rapports, etc. et tout ça, sont publics. On peut les retrouver sur le site du gouvernement. Donc voilà qui est clair. Donc pour ma part, aujourd'hui, venir parler des lois, etc. et tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre, je vais dire, on peut en discuter même sur la légitimité même des candidats qui ont été vraiment écartés. Notamment même la condamnation concernant même le braquage de la BCAO. Tout simplement, en revenant même à un certain nombre de choses. Bon, aujourd'hui, tout ça, vraiment, c'est des controverses juridiques, politico-juridiques en Côte d'Ivoire. Je crois que dans un pays, là, il faut qu'on avance. Vous savez, je crois que Parigo l'a évoqué, et même, j'ai oublié de mentionner Guillaume Soro, même dans le fameux rapport dialogue politique, allez-y, lire, vous allez voir, Guillaume Soro devait rentrer depuis en Côte d'Ivoire. C'est mentionné dans le document. Est-ce que le gouvernement a créé les conditions pour que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire? Il est toujours dans son exil. Donc, bon, vraiment, moi, c'est tout ce que je veux. Moi, au fait, et puis, ce qui est dommage dans l'histoire, c'est que ce sont les militants même du RAGP, je vais dire, qui encouragent donc leur leader à ne même pas respecter les Bonsoir, Kevin, j'ai pas bien suivi, j'entendais mon nom Parigo, je ne suivais pas. Est-ce que vous pouvez répéter la partie, s'il vous plaît? Je suis lancé dans mon développement. J'ai relevé un certain nombre de points que tu avais abordés, c'est ça. Sinon, c'est pas que là, je pourrais pas tout de suite. Bon, vous avez parlé de l'affaire de rentrée de Guillaume Soro. Ne le coupez pas, chacun va avoir son tour de parole. Non, c'est pas prendre de tour de parole. J'ai posé une question pour avoir une précision. J'ai pas compris. Alors, de toute façon, je vais revenir sur le dernier point. Peut-être que c'est de ça, mais voilà, c'est ça. Dans la dernière phase, par exemple, la phase 5 du dialogue politique, il avait été indiqué que Guillaume Soro devait rentrer en Côte d'Ivoire. C'est dans le dialogue, c'est dans la conclusion. Allez-y, lire les conclusions. Donc, depuis longtemps, Guillaume Soro c'est-à-dire le gouvernement de Côte d'Ivoire devait créer les conditions pour que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces points-là ont été appliqués? Ben non. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, vous savez, même vous qui êtes les militants du RAGP, au-delà de toute chose, on est tous des Ivoiriens, on est tous des frères. Donc, on ne doit pas créer les conditions pour, je vais dire, diviser les leaders politiques. Au contraire, on doit les rapprocher. Créer les conditions pour aller à des élections qui soient vraiment des élections qui puissent être inclusives, faire en sorte que tout le monde puisse participer et puis véritablement aboutir à quelque chose de vraiment bien pour notre pays. Il y a des pays comme le Ghana, le Sénégal, les choses souvent se passent bien. Pourquoi nous autres, en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il y a des élections, il doit y avoir des troupes? Donc vraiment, c'est quelque chose que je tenais à indiquer. Maintenant, j'ai entendu aussi le développement de Amba. Moi, je suis toujours amusé, hein, lorsque j'écoute nos amis du RDR s'attaquer au président Gbagbo. Je crois qu'il n'y a pas de représentant du PPACI ici. Moi, je le dis, je suis opposant. Donc, quand je suis sur un panel, je défends l'opposition. Donc, je ne peux pas entendre des choses, des contre-vérités, et puis je vais me taire. Alors, s'agissant du président Laurent Gbagbo, je crois que M. Gbagbo a tout faux. Le président Laurent Gbagbo, d'abord, dans un premier temps, je l'ai dit, il a participé même à la naissance du RDR. Il fait partie des personnes qui ont participé à la naissance du RDR. Ça, c'est un point que je tenais à dire. Deuxième chose, le président Gbagbo s'est sacrifié pour Alassane Ouattara. Il a décidé de ne pas participer au propos du porte-parole du gouvernement, qu'il a reconnu récemment. Et j'ai la vidéo, je pourrais peut-être la faire jouer pour les personnes qui souhaiteraient que je joue cette vidéo. Donc, en 95, même les cadres du parti reconnaissent que le président Gbagbo s'est sacrifié pour Alassane Ouattara. En tout cas, il a soutenu, il a décidé de ne pas participer aux élections. Voyez-vous? Donc ça, déjà, c'est un sacrifice. Et c'est le président Gbagbo Laurent qui, pour la première fois, donne une identité à Alassane Ouattara. Parce que c'est après le Forum de réconciliation nationale que le président Gbagbo donne instruction pour qu'un certificat de nationalité, je veux dire, en bonne et due forme, soit délivré à Alassane Ouattara. Donc, il lui donne son identité. Et ça, là, est-ce que vous êtes reconnaissant de tous ces bienfaits dont le président Gbagbo a eu à faire pour le président Ouattara? Au-delà de ça, pour la candidature, il a pris les mesures qu'il faut. C'est le président Gbagbo qui a pris une loi pour dire que tous les anciens chefs, on va dire premier ministre, etc. et tout ça, devraient toucher des émoluments. Donc, tout ça, c'est pour permettre à Alassane Ouattara aussi de toucher de l'argent. Donc, c'est-à-dire, on a comptabilisé et il a versé de l'argent à Alassane Ouattara en tant qu'ancien chef, ancien premier ministre. Est-ce que vous êtes reconnaissant de tout ça? Donc, à un moment donné, il faut arrêter la manipulation. Il faut que vous soyez un peu reconnaissant une fois dans votre vie. J'ai entendu aussi un bad boy qui a dit des choses, moi qui m'a amusé en disant que le président Gbagbo
n'a pas sécurisé la Côte d'Ivoire. Bon, le président Gbagbo, de toutes les façons, il a dit, hein, lui, il a contenu la guerre que vous avez envoyée. Mais dans un premier temps, ce que je souhaitais dire, c'est que au niveau donc de la Côte d'Ivoire n'était pas un pays qui était dans une démarche justement de s'armer en tant que tel. Parce que la plupart des pays d'Afrique francophone, on se basait généralement sur des accords de défense, notamment l'accord général de défense de 1961, donc qui a été signé entre la France, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger. Donc, c'est un accord on m'a dit, qui visait donc l'assistance militaire, etc. et tout ça. Et puis, il y a l'accord aussi d'assistance militaire technique de 1961. Donc, tous les présidents qui sont passés là, en gros, ils se sont tous basés sur ces accords de défense-là, en vue donc de protéger la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils devaient donc jouer ce rôle-là. En tout cas, c'est ce qui légitimait donc ces bases militaires qui étaient en Côte d'Ivoire. Voilà qui est clair. Deuxième chose, ce que je souhaitais dire, c'est que est-ce que en cette période-là, la Côte d'Ivoire était dans une situation économique qui permettait justement à la Côte d'Ivoire de pouvoir, comment on dit ça, investir dans l'armement. Alors, peut-être que vous ne savez pas, mais je vais vous décrire un peu la situation économique. Lorsque le président Gbagbo, par exemple, venait au pouvoir, parlant de 2001, par exemple, lorsque le président en 2000 plutôt, quand il arrive au pouvoir, nous avons, je vais dire, le service de la dette qui coûte quasiment près de 50% des recettes. Alors, les recettes déjà qui tournaient autour de 2000 milliards. Donc, si on élève dedans 1000 milliards pour rembourser la dette, et qu'il reste, je crois, 1000 milliards, faut enlever encore 47% qui est destiné au salaire des fonctionnaires. Combien reste-t-il donc pour pouvoir armer la Côte d'Ivoire et pour pouvoir justement financer même le fonctionnement de l'État? Et même, et pour aller plus loin même, on pourra aller même dans le sens de pouvoir donc faire des infrastructures sociales de base. Voyez-vous? Donc, je vais dire, la situation économique de la Côte d'Ivoire ne permettait même pas à la Côte d'Ivoire je vais dire, d'investir dans l'armement, etc. et tout ça. Il fallait d'abord régler la question, donc, je vais dire, économique. C'était ça qui était vraiment l'aspect essentiel. D'ailleurs, lorsque le président Ouattara lui-même a été nommé Premier ministre en 90, il avait pour rôle donc de pouvoir régler ces questions-là. Il avait deux missions. Première mission, c'était stabilisation de l'économie. Deuxième mission, c'était la relance économique. Son rôle n'était pas d'armer la Côte d'Ivoire parce que nous étions confrontés à une crise économique. Mais c'est cette crise économique-là qui a perduré dans le temps. Et avec Laurent Gbagbo, ça s'est combiné en crise politico-militaire. Donc, ça veut dire qu'on a eu la crise dans la crise. Et voilà, donc, le président Gbagbo d'abord a travaillé pour ça. Il a travaillé pour régler les questions de crise. Je vais vous donner quelques éléments. Parce que parfois, on nous dit des absurdités qui n'ont pas leur sens. Les chiffres parlent d'elles-mêmes, parlent d'eux-mêmes plutôt. Donc voilà, donc dès la fin 2001 par exemple, avec Gbagbo là, on a eu un taux de croissance réel positif de plus 0,1%. Ce qui a permis une progression de l'activité économique de 2,4 points. Donc c'est grâce à la politique mise en place par Gbagbo Laurent. En 2002, il y a eu la rébellion. Rébellion qui a donc permis une régression, comme on peut le dire ainsi. Mais à partir de 2004, là, l'activité économique n'a cessé de progresser. Le taux de croissance réelle du PIB est passé de plus 1,6% en 2004 à 3,8% en 2009. Donc, pour dire que le président Gbagbo a créé de la richesse, il a créé de la richesse. Quand aujourd'hui, vous montez sur des panels pour dire que le président Ouattara a créé de la richesse, mais le président Gbagbo aussi a créé de la richesse. Quand lui gouvernait là, le taux moyen de croissance était positif. La richesse de la Côte d'Ivoire, je vais dire, a progressé. Le budget de la Côte d'Ivoire a été multiplié par 2. C'est la raison pour laquelle on a pu justement régler la question du PPTE. Le PIB nominal, je vais vous donner un exemple par exemple, le PIB nominal n'a cessé de croître. On est passé de 8 644 milliards en 2004 à 11 022 milliards en 2009. Donc ça là, c'est les chiffres qui parlent, qui parlent au fait. Sur des questions macroéconomiques, mais le président Gbagbo lui-même, il a fait mieux que le président Ouattara, même actuellement. Je vais vous donner des éléments, des chiffres que vous pouvez vérifier. Par exemple, en 2009, le déficit budgétaire ne représentait que 1,48% du PIB. Avec Ouattara, là, le gouvernement RAGP, là, le déficit budgétaire, là, ça tourne autour de combien de pourcents? Moi, je vous invite à aller regarder. En 2024 ou en 2024, je crois, c'était autour de 5%.
Je crois que cette année, ça va... Non, en 2023, je crois que c'était 5%, un déficit de moins 5%. Je crois l'année dernière... Regardez votre temps de parole, s'il vous plaît. Je vais chuter, je vais m'apprêter à chuter. L'année dernière, je crois que c'était moins 4%, même si ça a régressé d'un point. Mais c'est toujours au-dessus de la moyenne internationale qui est de 3%. Donc, sur ce point-là, même le président Gbagbo est meilleur que vous. Je vais aller beaucoup plus loin. Prenons le taux d'inflation. Non, tu ne vas pas aller plus loin, c'est fini. C'est fini, il n'y a pas plus loin. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je vais m'arrêter là. Merci. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. La CAN est appelée à la barre, devant le juge. Oui, bonsoir. Attends d'abord, attends, je fais ton entrée. Les amis, je pensais que vous allez me donner les 1 million de tapotage, mais malheureusement, vous ne voulez pas tapoter. Et 2000 partages, voilà. Nous allons donner la parole à monsieur Lacan qui va défendre ici. Finalement, vous m'avez sauté hors ligne. Non. Après, vous, c'est votre... Non, mais c'est pas bien. Pardon, après, c'est votre goût. Pardon, papa. Quand il y a confiance, allez-y apporter des éléments de réponse sophistiqués. Ok, Lacan est là à la barre aujourd'hui pour défendre son parti, le RHGP, voilà. Donc, monsieur Lacan, nous vous donnons la place et de framponner bien. Merci. Ok, merci Miel. Alors, bonsoir à tout le monde. Je viens d'attendre, on vient d'écouter méthodiquement n'importe quoi. Franchement, je souffrais le martyre. Le monsieur a dit n'importe quoi de bout en bout. On va aller progressivement. Déjà, je précise que je vais pas répondre aux questions d'ordre économique. Vu que le grand frère Khalil est là, je vais lui laisser gérer ce pan-là. Alors, revenons d'abord à l'arrêt Tiakone. Il dit que l'arrêt Tiakone, mais l'arrêt Tiakone a été respecté dans toute sa forme. L'arrêt Tiakone a déclaré le candidat Alassane Ouattara inéligible au constat des documents de son dossier de candidature. Est-ce que cet arrêt a été contesté? Il n'a nullement été contesté. On n'a fait que respecter cet arrêt-là. On a été soumis à l'application de cet arrêt-là. Mais il faut préciser aussi que l'arrêt Tiakone a rendu un certain candidat, pas des moindres, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, notamment le président Aimé Henri Konan Bédié, père à son âme, inéligible également. Donc l'arrêt Tiakone ne concernait pas que le président Ouattara. Donc ça concernait un certain candidat, tel que le candidat Bédié. Et même je peux aller encore plus loin. Il n'y avait pas que le président Bédié, il y avait bien d'autres. Donc est-ce que l'arrêt Tiakone actuellement fait foi? Cet arrêt-là, est-ce qu'il continue de produire des effets aujourd'hui? Que fais-tu de l'arrêt de 2010 qui a été produit par le professeur Yao Pondré, qui a rendu le candidat Alassane Ouattara, qui a validé, la candidature de M. Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2010. À partir du moment où le Conseil constitutionnel fait un revirement de jurisprudence sur sa décision, en parfaite connaissance de l'arrêt Tiakone, et valide le président Alassane, valide la candidature de M. Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2010, conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur en Côte d'Ivoire. Le doyen tout à l'heure a dit que, je vais pas revenir dans ce débat-là parce qu'il a eu, en 2010, le président Ouattara n'a nullement été candidat exceptionnel dans ce pays-là. Pour que la candidature du président Alassane Ouattara soit validée, il s'est conformé aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur en Côte d'Ivoire. Voilà, la décision qui avait été prise par le président Laurent Gbagbo en 2005, mais cette décision-là a été écartée par une décision du Conseil constitutionnel qui date de 2009. J'ai la décision devant moi, elle est disponible sur le site du Conseil constitutionnel. Donc venir parler de l'arrêt Tiakone, mais si on veut parler si tu as fait mention de l'arrêt Tiakone, justement pour dire que il faut respecter les tests, il faut respecter les lois, mais on a respecté l'arrêt Tiakone. Est-ce qu'au regard de l'arrêt Tiakone, le candidat Alassane Ouattara a pris part aux élections présidentielles de 2000? Non, il n'en a pas pris part. C'est l'arrêt Tiakone qui l'a empêché. Voilà, je continue, il parle de la décision du Conseil constitutionnel de 2010, déclarant le sieur Laurent Gbagbo vainqueur des élections présidentielles de 2010. Il dit qu'on n'a pas respecté cette décision-là. Quand on sait que la décision du Conseil constitutionnel n'est frappée d'aucun recours. Mais la première personne qui a rendu encore cette décision-là contradictoire, mais c'est le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui a parlé de recomptage des voix. C'est lui qui, justement, a demandé que, comment on appelle ça, qu'il y ait un panel des chefs d'État. C'est ce qui s'est passé. Le panel des chefs d'État est venu s'enquérir de la situation. Et par la suite, ils ont délibéré.
Et le Conseil constitutionnel, en 2011, en mai 2011, ils se sont fondés justement sur la décision du Conseil constitutionnel à l'effet de valider, de revenir sur la décision précédente. Et ils ont annihilé la décision précédente du même Conseil constitutionnel qui faisait du sieur Laurent Gbagbo vainqueur des élections. Donc, si tu veux t'en prendre à quelqu'un, il faut t'en prendre à quoi? À ce même Laurent Gbagbo, parce que c'est lui qui a rendu cette décision-là caduque. Voilà. Je vais continuer. Il a parlé du président Laurent Gbagbo qui se serait sacrifié pour le président Alassane Ouattara. C'est faux. Le président Laurent Gbagbo s'est jamais sacrifié pour le président Alassane Ouattara. Si tu te rappelles, les raisons qui ont fondé, en tout cas, le FPI d'alors, de ne pas prendre part aux élections présidentielles de 95, c'est la réforme qui eut lieu sur le code électoral de en décembre 94. Il y a une réforme sur le code électoral en 94, et dans cette réforme-là, il y a des articles du code électoral qui ont été modifiés et qui disposaient que pour être président en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien de naissance, de père et de mère eux-mêmes ivoiriens de naissance. Alors, à la lecture exhaustive de cette disposition-là, les gens, le FPI d'alors, y compris même le RDR, on a estimé que c'était pas possible. Parce que le président Laurent Gbagbo, qui lui est né avant les indépendances, le président Bédié, qui lui est né avant les indépendances, le président Ouattara, qui lui est né avant les indépendances, si on doit faire une lecture exhaustive, ils disent que c'est pas possible. On peut pas être ivoirien de naissance. Est-ce que quand ces personnes-là sont nées, ils étaient ivoiriens? Est-ce que la nationalité ivoirienne existait? Est-ce que la République même de Côte d'Ivoire existait? Ça n'existait pas. Donc, c'est contre cette réforme-là, ils se sont infusqués. Et puis, il y avait la résidence permanente sur le territoire ivoirien, ce qui faisait défaut au président Ouattara. Et donc, par conséquent, il n'a même pas fait acte de candidature. Donc, à quel moment ce monsieur-là se serait sacrifié pour quelqu'un qui n'a pas fait acte de candidature? C'est comme si on dit, Kakabe s'est sacrifié. Non, j'ai dit n'importe quoi. C'est comme si on dit, comment on appelle ça? Soro Guillaume s'est sacrifié pour Bédié en 2020. Pourtant, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Bédié a fait acte de candidature. Mais dans le cas l'espèce, le président Ouattara, lui, n'a pas fait acte de candidature. Parce qu'il y a des dispositions qui ne respectaient pas. Franchement, il faut revoir tes copies. Tu dis que tu vas nous faire écouter une vidéo. J'aimerais bien écouter cette vidéo-là, mais je dis que le président Laurent Gbagbo s'est sacrifié pour le président Ouattara. C'est du n'importe quoi. J'ai l'impression, à écouter ça, j'ai l'impression que tu n'as pas suivi le dernier film de Noël. Maintenant, il dit le président Gbagbo a contenu la rébellion que vous avez créée. Vous avez envoyé. C'est le thème qu'il a employé. Vous avez envoyé. Alors, si je m'en tiens à vous avez envoyé, je vais même pas essayer de justifier quoi que ce soit. Je reste dans ta dynamique. Donc, le vous là, j'estime que c'est toi et c'est moi. Parce que toi, tu es militant PDCI. Moi, je suis militant de base RHDP. Qui hier, comment on appelle ça? Hier, j'étais militant RDR. Donc, quand tu dis le vous, j'ai l'impression que tu fais allusion au RDR. Parce que c'est à nous que tu parles. On parle en tant que militant de base du RHDP aujourd'hui. Mais, donc, vous êtes alliés à des rebelles hier. Parce que le RHDP là, la coalition RHDP, la coalition est élue en 2005. Donc, vous êtes au PDCI, le PDCI, tu reconnais ici que le PDCI est venu s'associer au RDR, un parti rebelle. Ça, c'est un autogol politique. Tu viens de te fourvoyer, cher ami. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous reconnaissez que vous êtes associé à des rebelles, il n'y a pas de souci. Donc, je reconnais aussi qu'on a fait la rébellion, il n'y a pas de problème. C'est toi, tu l'as dit, c'est pas moi. Tu dis la rébellion, il a contenu la rébellion que vous avez envoyée. Le président Laurent Gbagbo n'a nullement contenu une rébellion. Le président Laurent Gbagbo, il est garant de l'intégrité du territoire national. C'était à lui, justement, d'entreprendre des réformes à l'effet de rendre notre armée beaucoup plus professionnelle. La programmation militaire, mais c'est sous le président Laurent Gbagbo. L'objectif de la programmation, de la loi de la programmation militaire, c'était quoi? C'était de rendre notre armée beaucoup plus souveraine et beaucoup plus professionnelle. Et quand le président Laurent Gbagbo lui-même dit que, en tant que président de la République, j'ai les services de renseignement nationaux à ma solde, y compris même les services de renseignement internationaux. Mais malgré tous ces services de renseignement-là, il a fait défaut. Il a failli justement à contenir cette rébellion-là. C'est des petits caporaux, dit-il, qui justement l'ont mis en mal. Et puis, je vais finir avec, tu as dit un mensonge sur le dialogue politique. Je vais terminer avec ça. Alors, j'ai le document devant moi. On a la phase 5 du dialogue politique.
Voilà. Rapport final de la phase 5 du dialogue politique. Tu dis que le gouvernement était obligé, c'est l'expression que tu as utilisée, ils étaient obligés d'élargir l'ordonnance, de trucs, comment on appelle ça, l'ordonnance d'amnistie de 2018. En fait, il faut faire la nuance, c'est des recommandations qui ont été faites. Je vais te montrer ça. Rapidement. Excusez-moi, je vais juste lui montrer un petit truc. Je l'avais devant moi, j'avais fermé le document. Ok. Voilà. Au titre 4, il y a des recommandations. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. On dit le dialogue politique qui s'est déroulé dans la courtoisie, la bonne ambiance et un climat apaisé a consacré l'accord des parties sur le fondement normal de l'État et des institutions. À l'issue des échanges, de nombreuses questions ont été soulevées, ont donné lieu à des informations et à des explications satisfaisantes de la part du gouvernement. D'autres révèlent des prérogatives des institutions de l'État. D'autres relèvent des prérogatives des institutions de l'État. Toutefois, les parties prenantes ont formulé des recommandations. Les parties prenantes ont formulé des recommandations. Et parmi ces recommandations-là, justement, les différentes parties prenantes ont demandé qu'un élargissement, comme tu l'as dit, de l'ordonnance d'amnistie de 2018 à l'effet d'en faire bénéficier le président Laurent Gbagbo, y compris M. Charles Blé Goudé. Mais c'est des recommandations. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a pour obligation d'appliquer ces recommandations-là? C'est la question que je me pose. Quand il dit il faut permettre aux exilés politiques de rentrer en Côte d'Ivoire, tu prends l'exemple de Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume là, est-ce que pour que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, on doit créer un cadre spécifique? Il n'y a pas de nécessité de créer un cadre spécifique. Je te ramène au Conseil des ministres. Si je ne m'abuse, c'était le 20 novembre. Le 20 novembre, si je peux me tromper sur la date, le 20 novembre 2023. Mais monsieur Soro Guillaume, quand il a fait son apparition au Niger, à la suite de son apparition au Niger, il y a eu un conseil de ministres. Lors du compte rendu du dit conseil de ministres en Côte d'Ivoire, la question a été posée au porte-parole du gouvernement sur le cas Soro. Mais il a dit que Soro pouvait rentrer en Côte d'Ivoire. Rien ne l'empêchait de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas au gouvernement de créer un cadre spécifique à l'effet de permettre à Ossien Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est un exilé volontaire, je le dis. Donc, si Soro Guillaume a besoin de rentrer en Côte d'Ivoire, il n'y a pas lieu. Est-ce que pour que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, on a créé un cadre spécifique? Est-ce que pour que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il y a eu un cadre spécifique? Pourquoi c'est pour Soro Guillaume, on va créer un cadre spécifique? Donc, chers amis, c'est des recommandations qui ont été formulées. Et parmi ces recommandations-là, des recommandations qui étaient applicables ont été appliquées. Ceux qui n'étaient pas applicables, qui ne relevaient pas en tout cas des prérogatives de l'État de Côte d'Ivoire, mais qui relevaient des prérogatives de certaines institutions, devaient être appliquées par ces institutions-là. C'est aussi simple que ça. Les questions d'ordre juridique devaient être... Il faut respecter le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Les questions qui relevaient du pouvoir judiciaire devaient être réglées par le pouvoir judiciaire. Les questions qui relevaient en tout cas du pouvoir discrétionnaire du président Ouattara, en tout cas il appliquait ces recommandations-là. Donc c'est simplement des recommandations. Une recommandation, celui à qui on fait des recommandations n'a pas pour obligation de facto d'appliquer ces recommandations-là. Il va vérifier la faisabilité, la faisabilité de l'application de ces recommandations-là. Donc, j'ai le document final devant moi. Quand tu dis les choses, il faut employer les thèmes qu'il faut. Mais si j'ai abusé un peu du temps, je fais mon micro. Ok, merci Monsieur Lacan. Voilà, Monsieur Boutillon, vous prenez place, vous êtes appelé là-bas. Voilà, on vous donne les 10 minutes pour que vous puissiez répondre, combattre tout ça. Voilà. Voilà, après, ça sera au tour de Monsieur Dofo. Ok, merci beaucoup. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, quand un gouvernement et des partis politiques en général, c'est-à-dire les forces de la nation se réunissent dans un conclave et qu'on trouve des recommandations ou bien des idées, quel que soit, c'est pour l'application, pour la bonne marche de l'État et la cohésion nationale. Donc, quand on est dans une réunion qui a des recommandations,
et qu'on est d'accord sur ces recommandations et que vous, à la fin du document, vous avez la signature de toutes les parties, bon, normalement, ces recommandations doivent être appliquées. C'est comme ça, hein, à l'issue d'une réunion. Voilà. On nous dit ici que on n'est pas obligé d'appliquer une recommandation qui est issue d'un conclave avec le gouvernement. Bien, ça c'est une drôle de façon de voir la démocratie. Voilà. Bon, moi, il y a eu beaucoup. Kevin a dit beaucoup de choses qui sont factuelles. Mais encore une fois, moi je reviens sur la première prise de parole de Parigo, parce que j'ai comme l'impression que vous sautez cette prise de parole qui a été essentielle à un moment donné. Il dit la Côte d'Ivoire vient de loin. Les choses qui ont divisé le pays dans le passé, les mêmes germes sont là. Donc, comme le dit Geoffroy Kouao sur NCI, réfléchissons pour éviter le pire. Nous voulons quoi aujourd'hui? Nous voulons une Côte d'Ivoire apaisée. Tout comme vous, comme Kevin l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous des Ivoiriens. On n'a aucun intérêt à ce que le pays s'embrase à nouveau. L'idéal, c'est que tout le monde vive dans la paix et dans la sécurité. Il s'est passé des choses dans ce pays. Il y a des gens qui ont pris des armes dans ce pays pour revendiquer des droits. C'est factuel, c'est l'histoire du pays. Et on ne peut pas venir aujourd'hui, après 14 ans de gouvernance, utiliser la justice pour écarter d'autres citoyens. C'est pas possible. Et il y a des cas qui font cas d'injustice. Et moi, j'ai des jeunes Ivoiriens qui soutiennent cela. Vous prenez le cas du président Charles Blé Goudé, par exemple. Mais ça, c'est un véritable déni de justice. On me dit, oui, c'est à lui de se constituer prisonnier pour qu'on le juge. Diantre. Le cas du président Laurent Gbagbo. La dernière fois, la CAN m'a expliqué que la procédure qui a condamné le président Gbagbo a débuté en 2011, à sa présence, avant qu'il soit transféré à La Haye. C'est cette même justice-là qui le condamne par défaut. Quelle est la logique? Quel est le plan? Si ce n'est pas écarter politiquement un adversaire. Encore mieux, les faits pour lesquels il a été condamné, ce sont des faits qui ont été amnistiés. Il est écarté de l'amnistie. Ok, bon, c'est une décision discrétionnaire du président. Voilà, de la toute-puissance du président. Ok, il a écarté, ok. Mais l'éthique et la morale voudraient que, en rentrant en Côte d'Ivoire, à la suite d'un accord politique, parce que visiblement, il a eu du temps pour rentrer. Quand il est rentré par la suite d'un accord. Parce qu'il n'est pas venu comme ça en Côte d'Ivoire, voilà, il est venu suite à un accord. Donc, la morale, l'éthique voudrait que l'amnistie s'applique au président Gbagbo pour garantir la cohésion sociale. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, la frustration qu'il y a aujourd'hui, c'est que le monsieur, il est gracié. Ok, la grâce, ça lui fait une belle jambe. La grâce, là, ça lui fait une belle jambe. Mais le monsieur, son casier judiciaire est terni. Résultat, il ne peut pas se présenter, il ne peut même pas voter dans son pays. Ça, c'est une véritable injustice. Vous comprenez? Blé Goudé, c'est même pas contumace. Bon, on a expliqué ici à loin et large, mais les gens nous disent que non, on est dans le faux. Alors, nous disons une chose très simple, la CAN, et puis les autres amis sur le panel. La Côte d'Ivoire est notre maison commune. Et moi, quand je prends mes prises de parole, je dis toujours les mêmes choses. Je demande au président, au chef de l'État, Alassane Ouattara, qui est le garant de la stabilité et de la sécurité des Ivoiriens, de faire en sorte, comme il l'a dit, d'avoir des élections apaisées et inclusives en 2025. De prendre toutes les mesures adéquates pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions possibles. On ne peut pas utiliser la justice pour écarter un citoyen. Mais le cas tient même, on en a débattu en long et en large ici. Mais c'est flagrant. C'est flagrant. Voilà un citoyen qui a été ministre dans ce pays. Et vous avez des gens qui nous disent qu'il n'a jamais payé d'impôts dans ce pays. Bon, en Côte d'Ivoire, quand on est ministre, on ne paye pas d'impôts. D'accord, je veux bien, hein, ça c'est, vous me l'apprenez. On raconte des inepties sur le monsieur. Il n'aime pas assez la Côte d'Ivoire. Il a été absent pendant 23 ans. Le monsieur, il a été ministre. Il a mis en place des projets pour ce pays. La première, je répète, hein, la première licence de télécommunication en Côte d'Ivoire, les deux premières licences là, c'est monsieur Thiam qui était à l'origine de la signature avec la Banque mondiale. Il n'aime pas les Ivoiriens, il n'aime pas la Côte d'Ivoire.
Il a été ministre, il a été directeur du BNET. Il a conduit des travaux dans ce pays. Encore mieux. Il vient pour assouvir une ambition pour son pays. Et pour se conformer à la constitution de son pays, il se départit de son allégeance à la citoyenneté française. Les gars, quel est le plus bel exemple de preuve de patriotisme pour son pays que ça? Non, ouais, c'est une déclaration par circonstance, ouais, parce qu'il veut être président. Oh, il veut être président, oui, mais la Constitution dit pour être président, là, il faut être ivoirien exclusivement. Et vous avez une juge. Vous savez, bon, il y a tellement de choses à dire qu'on aurait besoin de plusieurs jours pour parler de cela, pour que les gens comprennent. Le juge du contentieux, là, n'a pas qualité à dénier la citoyenneté d'un individu. C'est pas possible. Alors, en Côte d'Ivoire, ici, là, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, quel est le délai d'obtention d'un certificat de nationalité? On me dit, c'est pas plus de 72 heures. On me dit que c'est pas plus de 72 heures en Côte d'Ivoire, si tout va bien. Mais ça fait depuis 6 semaines que le monsieur attend son certificat de nationalité. Vous trouvez ça normal? Et vous avez des gens sur des panels qui disent qu'il n'est pas ivoirien. Et pourtant, le ministre qui est le garde des sceaux, qui a le sceau de la République, dit que le monsieur, il est devenu ivoirien exclusivement. Mais diantre, on attend quoi pour lui délivrer son certificat de nationalité? Mais mieux, vous avez encore des gens, des éminents juristes, qui représentent l'État de Côte d'Ivoire dans les tribunaux internationaux, nous dire que le certificat de nationalité ne veut rien dire. Bon, moi je veux bien que vous aimez le pouvoir RHDP. C'est le meilleur, bon, comme le dit le titre, c'est le meilleur président de tous les temps. Moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais, à un moment donné, il faut considérer les gens. Dans une démocratie, là, la démocratie, c'est la loi peut-être de la majorité, mais la démocratie, c'est aussi le respect des droits des minorités. Vous ne pouvez pas vous asseoir du haut de vos 14 ans de pouvoir, et surtout, quand on connaît votre histoire d'accession au pouvoir, venez nous dire que Tidiane Thiam n'est pas français. Venez nous dire que Tidiane Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne. On ne peut pas l'accepter. Et on ne l'acceptera jamais. Je prends un autre exemple. Cissé Bakongo, que je respecte parce que c'est un éminent juriste. Moi, j'aime les gens qui font le droit. C'est un éminent juriste. Il a écrit un bouquin, chronique d'un parcours. Je vous invite à le lire. À l'époque, les gens accusaient M. Ouattara, le président Ouattara, de s'être prévalu d'une autre nationalité, donc il aurait perdu la nationalité ivoirienne. M. Cissé Bankongo a détaillé de façon technique que l'article 48 ne pouvait pas s'appliquer de façon automatique. Qu'il fallait un décret gouvernemental pour perdre la nationalité ivoirienne. M. Cissé Bankongo l'a écrit. C'est votre juriste. Et on me dit non, Cissé Bankongo n'est pas juge, Cissé Bankongo n'est pas ceci. Non, les gars, je le répète et je le dirai à satiété. La décision du 22 avril dernier est une décision unique. Et je ne suis pas certain que cette juge qui a pris cette décision dorme tranquille, ait la conscience tranquille. Parce que en Côte d'Ivoire, nous avons des jurisprudences qui disent, notamment en 99, l'affaire Diakité, qui dit que le juge du contentieux ne peut pas statuer sur une question préjudicielle de nationalité. C'est marqué noir sur blanc. La juge, elle a tordu le cou au droit. En fusionnant les procédures, elle a fait un détournement de procédures. Et en faisant cela, elle a bafoué les droits les plus élémentaires du président Thiam. Moi, je veux bien qu'on me dise que le président Thiam a perdu dans son nationalité ivoirienne. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais qu'on le fasse dans la règle de l'art. C'est-à-dire dans les bonnes procédures. Parce que quand on met en place une procédure de déchéance de nationalité, c'est le tribunal civil. Et pour que la personne concernée puisse faire des recours, pour qu'on y aille jusqu'à même à la Cour de cassation ou à la Cour suprême, pour respecter ses droits les plus fondamentaux. C'est ça une démocratie. C'est ça un état de droit. Mais un juge de contentieux n'a pas le droit de venir dénier une nationalité à un individu. Raison pour laquelle nous disons que cette décision est une décision politique pour écarter le président Thiam.
Et nous l'acceptons pas, et nous ne l'accepterons pas. Aujourd'hui, on dit qu'il est exclusivement ivoirien, mais ça fait depuis 6 semaines qu'il attend son certificat de nationalité. On veut pas lui donner. Et pire même, sur un plan politique, on refuse de faire la révision de la liste électorale parce que les gens savent que, en faisant cette révision de la liste électorale, le monsieur pourra s'inscrire pour être candidat. Mais pourquoi vous avez aussi peur de sa candidature? Vous avez tous les pouvoirs. Vous avez l'Assemblée. Vous avez les sénateurs. Vous avez toutes les mairies. Vous avez 96% de la population ivoirienne qui réclame encore un 4e mandat d'Alassane Ouattara. Mais permettez aux autres aussi de choisir leurs candidats. Donc, je pense que il faudrait saisir l'intervention de Parigo qui a été très pertinente. Et moi, je le salue à travers ce panel d'avoir donné cette perspective. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de tranquillité. La Côte d'Ivoire a besoin de tranquillité. Parce que, en fait, ce pays, c'est pas n'importe quel pays. Nous sommes le leader de la sous-région. Et à chaque fois, à chaque élection, tous les 5 ans, on doit avoir des troubles pour des élections. Non, ça ne fait pas bonne image pour notre société. Tout à l'heure, j'ai... Il y a ton micro qui est fermé, grand frère Brittino. Tout à l'heure, je vais faire... Ok, on va... Excuse-moi, Miel. Mais qui a fait mon micro? J'ai pas chuté, ils ont fait mon micro. N'a pas chuté, s'il vous Je plaît. viens, attends, Miel, s'il te plaît. Tout à l'heure, lorsque le jeune homme se prononçait, son temps est terminé. 2 heures que moi je suis là. Kevin, mutez-vous. Kevin, il faut fermer ton micro. Je suis en train de parler à Mais Miel, pourquoi s'il tu te fais plaît. ça, Kevin? Qu'est-ce qui te prend d'interrompre les gens? Quand on parle, vous dites qu'on parle. Ferme ton micro, Kevin. Faut laisser Non, ça. en fait, tout à l'heure, quand la canne avait fini, on lui avait rajouté du temps. Donc, permettez-moi de chuter. Non, mais doyen, je sais, mais il faut être juste quand même. Ton temps est dépassé depuis plus de 3 minutes. Hein. J'ai fait exprès de ne pas intervenir. D'accord. Ok, très bien. Je vais chuter. Laissez-moi 1 minute. Bon, d'ailleurs, moi, elle fait perdre le fil de mes trucs, mais bon, c'est pas grave, je vais chuter. Donc, tout ça pour vous dire, sincèrement, on a besoin de sérénité. Le droit, là, vous faites du droit. La canne, tu es un juriste. Le droit, là, ça doit nous permettre de vivre ensemble dans ce pays. Parce que nous sommes une constellation d'êtres humains dans ce pays. Il y a plus de 60 ethnies dans ce pays. Chacun ne doit pas venir faire sa loi. Non. Lorsqu'on dit le droit, on doit respecter les procédures. Lorsqu'on dit les droits, on doit respecter les droits de chacun. Et nous allons nous battre jusqu'à ce que le droit soit dit et pour remettre les droits du président Thiam au cœur du sujet. Parce que notre candidat, c'est le président Thiam. J'ai fait mon micro. Ok, il n'y a pas de souci. On va appeler Dofo là-bas. S'il vous plaît, respectez quand même les conditions du panel. Hein?